Merci Desbanques d'être là. Donc je rappelle à tous que Desbanques est banquier, donc il va se présenter. Sincèrement, merci d'être là. En fait, tu es là comme moi, c'est-à-dire que je m'aperçois depuis quelques mois de la nécessité qu'il y a à ce que nous, qui sommes spécialisés dans des métiers comme la banque, l'assurance et d'autres métiers, nous puissions apporter nos connaissances à notre communauté, tout simplement, pour que celle-ci puisse se développer. Et en se développant, eh bien, on est capable d'assurer les uns pour les autres un avenir à tous les gens qu'on aime, tout simplement. Donc, Desbanques, tu as la parole. Merci de te présenter, de dire ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais, et d'expliquer, selon toi, pourquoi une résidence principale, l'achat de sa résidence principale est nécessaire. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, tout simplement, je suis dans le milieu bancaire depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai fait un peu tous les postes qu'on peut faire de la banque. Donc, j'ai commencé à l'accueil, j'ai gravi les échelons. Donc, j'ai fait du poste de conseiller clientèle, j'ai fait du poste de conseiller professionnel, j'ai dirigé une agence bancaire dans un certain groupe bancaire. Désormais, j'en dirige une autre dans un autre groupe bancaire. Donc, tout ce qui est, je dirais, accompagnement, clientèle, en financement et autres, je connais, je maîtrise. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions autour de cela. Donc, j'ai trouvé, moi, en tout cas, cette démarche très, très intéressante parce que il est vrai que moi, de l'autre côté du bureau, malheureusement, j'ai très peu l'occasion de pouvoir accompagner des jeunes issus soit d'immigration, soit issus tout simplement de quartiers populaires ou tout simplement immigrés ou jeunes immigrés ou jeunes travailleurs venant des pays africains dans leur accomplissement et leur développement de patrimoine immobilier. Donc, j'ai trouvé cette démarche extrêmement intéressante. C'est pour ça que, bon, malgré mon agenda, j'ai réussi, j'ai voulu en tout cas faire une place dans mon agenda pour pouvoir participer et contribuer à cette démarche. Merci beaucoup. Donc, tout simplement, pourquoi effectivement, c'est quelque chose de très important. C'est que simplement, effectivement, le patrimoine immobilier, ça reste l'une des bases les plus importantes. Et de toute manière, lorsqu'on regarde le budget de tout un chacun, qu'est-ce qui est le plus lourd dans le budget de tout un chacun? Ça reste l'immobilier. Le logement. Sur la charge locative, sur la charge d'emprunt. Voilà. Et ça reste aussi le plus gros élément du patrimoine de n'importe quel Français aujourd'hui sur le territoire. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le point sur le patrimoine, quel qu'il soit, que ce soit le patrimoine financier, que ce soit le patrimoine immobilier, que ce soit le patrimoine en termes de matériel pour le coup, pour une personne, pour la majorité des personnes en l'occurrence, le patrimoine le plus important reste le patrimoine immobilier. Donc, ça reste le socle le plus important en termes de patrimoine pour tout un chacun. En termes de richesse même, en fait, surtout. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc voilà. Aujourd'hui, nous, lorsqu'on fait dans le milieu bancaire des analyses de ce type-là avec les clients, c'est quelque chose qu'on est censé faire gérer tout le temps. À aujourd'hui, 99%, si c'est pas pour dire 100% en l'occurrence, des analyses qu'on peut faire, le patrimoine immobilier représente la plus grosse partie du patrimoine qu'un client peut posséder. Alors, j'ai une question Desbanques. Qu'est-ce que toi, tu penses des personnes qui conseillent à la communauté africaine en Europe et ailleurs de ne surtout pas acheter leur résidence principale, parce que ça existe, et ces personnes les incitent à se lancer dans des affaires en étant locataires? Moi, je trouve ça abominable comme conseil. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On t'entend pas, hein. On t'entend plus. Allô, allô? Oui. Ouais. T'es un peu lointain. C'est quoi le problème de connexion? On n'entend pas plus. On n'entend carrément pas du tout. Ouais, on t'entend plus du tout Desbanques. Ouais, je pense que c'est un problème de micro. Ah, il va revenir. Je pense qu'il y a un souci de... Donc, vous avez déjà vu que
l'analyse de l'origine de la richesse et de la fortune des Français, hein, parce que là, en l'occurrence, il est en France. Et PK, il est noir ou bien c'est un Français en fait? Non, c'est un frère de l'Ouest. Hein. Ok, non, juste pour comprendre en fait. Oui, c'est un frère de l'Ouest et il a trouvé cette démarche. On a discuté cet après-midi là. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux, voilà quelle est la démarche. Est-ce que tu peux venir compléter mes propos ou en tout cas donner ton avis et ton analyse sur la question immobilière, financière et d'enrichissement. Quel est selon toi, enfin voilà. Donc j'espère qu'il va revenir. Et en fait, vous voyez que quand il explique des banques que les analyses qui sont faites par les banques et en France et ses valeurs à l'échelle de l'Europe, de l'origine de la richesse des personnes, c'est l'immobilier. Des banques, merci d'être là. Il y a ta cam qui est active, mais c'est voilà. Oui, je disais qu'il y a des frères qui conseillent à notre communauté de ne surtout pas faire d'acquisition immobilière et de plutôt, parce que selon eux, faire une acquisition immobilière, c'est se mettre un passif de 25 ans sur le dos, hein, c'est des trucs comme des phrases de genre, et qu'au contraire, il faut se lancer dans les affaires et dans le business, et prendre un loyer plutôt, et se lancer dans les affaires et le business, et ne surtout pas acheter de résidence principale. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Alors moi, effectivement, ça c'est une approche qu'on a souvent et malheureusement qui circule énormément sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Malheureusement, lorsqu'on est après derrière, on a ce type d'entrepreneur qui est confronté à la réalité, je dirais, d'un banquier, hein. Lorsqu'il a besoin d'être accompagné, malheureusement, il y a des choses qui se rappellent à lui rapidement, à savoir que lorsque une banque va analyser votre projet éventuellement d'investissement, si vous avez un projet d'acheter ou d'investir dans un fonds de commerce, donc dans un restaurant, dans une activité beaucoup diverses, hein, quelle qu'elle soit, les banques vont souvent, je dirais même dans 99% des cas, vous demander ce qu'on appelle une caution bancaire. Mm-hmm. La caution bancaire, concrètement, c'est que vous allez vous porter garant du financement que la banque va vous faire, hein, au nom de l'entité, donc la société en l'occurrence, qui va porter le projet. Mm-hmm. Mais la caution bancaire, concrètement, elle n'a de valeur que si derrière, il y a une assise financière. Donc, soit on a beaucoup d'avoirs en banque, parce qu'elle a très bien, soit derrière, on a du patrimoine immobilier. Et comme je le rappelais plus tôt, en l'occurrence, l'immobilier reste le plus grand, reste la base la plus importante, en tout cas du patrimoine des Français. Donc concrètement, je n'ai pas de patrimoine immobilier, je me présente en banque pour faire financer donc un projet professionnel. Je viens tout de suite déjà avec un point noir sur mon projet. Parce que le banquier, concrètement, déjà, il ne voit pas potentiellement, il va pouvoir prendre de garanties sur votre opération. Cela dit, en parallèle, ce qui est important de savoir quand même, ce qu'il faut garder bien en tête en l'occurrence, hein, sur un projet immobilier, c'est qu'est-ce que je paye effectivement dans mon opération de financement immobilier. Je paye quand même effectivement ma charge locative mensuelle. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de se dire, je vais payer un loyer 500-600 euros par mois ou 700-800 euros, je ne sais pas, plutôt que d'aller investir sur une opération immobilière où je vais peut-être payer l'équivalent ou peut-être un peu plus, pour le coup. Parfois même un peu moins. Même un peu moins. D'autant que aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que je conseille moi énormément, je dirais à tous les jeunes que je peux croiser lorsqu'ils viennent nous voir ou lorsque je peux les croiser dans diverses discussions, faites votre acquisition dès que vous pouvez. Le plus tôt possible. Pourquoi? Plus vous entamez votre acquisition tôt, plus vous la finirez tôt et plus vous allez amortir votre financement rapidement. L'intérêt potentiellement, il est aussi le suivant, c'est que lorsque vous faites votre opération tôt, c'est que souvent vous êtes entré dans le marché du travail tôt. Si vous êtes entré dans le marché du travail tôt, vous n'avez pas forcément géré de revenus élevés dès le départ. En tout cas, sur une année N-1. Donc, prenons par exemple 2021. J'ai commencé, moi, à travailler, on va dire, en 2020. Au courant de l'année, j'ai fini mes études au mois de septembre-octobre.
J'ai commencé à travailler 2-3 mois au cours de l'année 2020. 2021, je me lance dans mon projet immobilier. Moi, j'ai le projet potentiellement d'acheter un appartement neuf ou faire construire ma maison. Je vais avoir droit au prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro qui peut être une grosse partie de mon emprunt. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir faire financer une bonne partie de mon acquisition via un prêt à 0% qui va être subventionné par l'État. Ce qui veut dire que je vais bénéficier de cette avance de fonds. Il faut savoir que le prêt à taux zéro, dans 70% des montages, aujourd'hui presque 100% des montages, c'est une avance de fonds que l'État vous fait. Je peux avoir droit à 40 000, 50 000 euros de prêt à 0%, sur lesquels je vais ne rembourser 0 euros pendant 15 ans, par exemple, 10 ans, 20 ans, en fonction du montage du prêt à taux zéro. Donc, c'est une véritable avance de fonds. Ce qui veut dire que si j'avance ces fonds-là, en l'occurrence, je n'ai pas d'amortissement éventuel tout à faire sur cette base-là. Donc, c'est des fonds que je vais avoir en plus pour acquérir mon bien. D'où l'intérêt d'acquérir très tôt, en tout cas tant que vous n'avez pas, je dirais, vos revenus qui sont au maximum, à pleine mesure, en tout cas sur une année pleine de ressources. Surtout, faut pas vous mettre de frein. N'hésitez pas à toquer aux portes des banques. Venez solliciter des prêts. N'ayez pas cette crainte du banquier pour le coup. Préparez bien juste votre dossier et faites votre demande. Vraiment, n'ayez pas de crainte de la banque. Parce que souvent, ça c'est aussi un discours que j'entends. Mais moi, on me prêtera jamais. C'est ça. Les banques, il faut savoir que au-delà de notre métier, effectivement, l'un de nos premiers métiers, ça reste de prêter de l'argent. Mais avant tout, c'est aussi d'en gagner et d'amener, je dirais, tout un chacun à se développer. Et plus vous allez vous développer, plus vous allez faire gagner de l'argent à la banque. Vous allez faire un prêt immobilier, demain vous allez acheter une voiture, après vous allez assurer votre bien au niveau de la banque, etc., etc., etc. Donc sachez que vous restez un client. Donc vous avez un potentiel avant tout. Donc allez-y avec confiance. Et en plus, bien sûr, mais en plus, en tout cas moi le conseil que j'ai souvent donné, il n'y a qu'un seul prêt, sincèrement, dans les pays européens qui valent le coup, c'est le prêt immobilier. J'ai une question. Est-ce que un prêt immobilier, quelle incidence le fait d'avoir acquis sa résidence principale, que l'on n'a pas forcément terminé de payer, c'est-à-dire que je peux avoir acheté il y a 5 ans et j'ai mon fils, ma fille qui rentre dans une école d'ingénieur qui coûte 12 000 euros par an. Quelles conditions un banquier va demander aux parents, par exemple, pour pouvoir octroyer aux enfants un prêt étudiant? Est-ce que l'attestation de propriété des parents pèse dans la décision? Énormément. Enfin, je dirais même c'est la base, clairement aujourd'hui. Bon, il y a d'autres dispositifs de l'État qui aujourd'hui peuvent bénéficier à ceux qui n'ont pas accès à d'autres types de cautionnement. Cependant, même lorsque un jeune peut avoir accès à un organisme de cautionnement, la banque privilégiera toujours la caution des parents. Et la caution des parents, c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt, en l'occurrence pour le jeune entrepreneur. C'est que la caution ne vaut que par la garantie qui est en face, à savoir potentiellement et principalement le patrimoine immobilier. Donc, les parents qui ne sont malheureusement pas propriétaires, qui veulent aider leur enfant pour l'acquisition d'un prêt étudiant ou toute autre opération sur laquelle il peut être caution pour eux. Une caution locative, c'est aussi la même problématique parfois. Si leur assiette ou leur environnement, je dirais, patrimonial n'est pas assez important et porté souvent, je dirais, par le patrimoine immobilier, il va être extrêmement compliqué d'obtenir un prêt étudiant. Voilà. Donc, c'est-à-dire que... et là, en l'occurrence, on parle de 10-12 000 euros, mais lorsqu'on parle de prêt étudiant pour des grandes écoles, on parle de montants qui sont extrêmement conséquents. Exactement. On est autour de 50, 60 000, 80 000 euros parfois. C'est ça. De financement. Donc, une banque ne vous prêtera jamais 50 000, 60 000 ou 80 000 euros. Les fonds garantis de l'État, malheureusement, ils sont sur les bases de 10, 15 000 euros. On va pas se leurrer. Donc, si demain, vous voulez faire une grande école, et ça, malheureusement, c'est la problématique, je dirais, aujourd'hui, effectivement, malheureusement, pour beaucoup de la communauté, c'est que demain, lorsqu'ils veulent faire des grandes écoles, et c'est pour ça que pour beaucoup, malheureusement, les portes se ferment à ce niveau-là, c'est comment financer. Oui, attends, mais juste un truc, c'est que comment financer, pourquoi?
Parce que nous avons été incapables, ou en tout cas pas capables, de prendre les bonnes décisions avant. Donc, on est en train de parler de la résidence principale. Pourquoi ce soir? Parce que, et là je parle vraiment des banques sous ton contrôle, moi je leur ai présenté la résidence principale comme la rampe de lancement de toute la famille. Des parents pour leur projet, des enfants pour leurs études, d'accord? Et même plus tard, c'est l'élément qu'on transmet. Est-ce que tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Je vais même rebondir sur ton dernier propos. Je vais insister sur le fait que le bien immobilier et le prêt immobilier, en l'occurrence, qui va avec, c'est une assurance vie pour la famille. Voilà. Et nous, malheureusement, on le voit dans notre métier, lorsque un proche décède, qu'il a son patrimoine immobilier, qu'il a contracté son assurance, qui est de toute façon obligatoire dans le cadre de l'acquisition des biens immobiliers. Là, on parle de l'assurance décès invalidité. Exactement. Lorsque cette garantie, malheureusement, est appelée, parce que l'un ou l'autre des propriétaires décède, le bien est totalement soldé. Donc, ça veut dire que la personne qui reste, eh bien, elle peut jouir d'un bien qui a totalement été soldé par l'assurance du crédit. C'est-à-dire et là, jouir du coup d'un patrimoine immobilier net. Il n'y a plus de mensualité à payer, il n'y a plus rien. L'assurance a soldé la dette. Et là, c'est le grand, c'est malheureusement le grand drame des locataires. C'est quand demain, j'ai monsieur et madame qui travaillent, chacun touche, dans des bêtises, 1 500 € chacun, donc 3 000 € dans le couple. Je suis locataire, j'ai un loyer de 1 000 €, parce que je suis 3 000 €, on va dire, chacun, sur la famille plutôt. Monsieur décède, madame reste avec son salaire de 1 500 € et un loyer en face de 1 000 €. Qu'est-ce qui se passe? La rue. Qu'est-ce qui se passe malheureusement pour cette femme? Qu'est-ce qui se passe pour cet homme, si c'est l'inverse en l'occurrence qui se produit? Effectivement, c'est la rue. Et quand on a des enfants en face, qu'est-ce qui se passe pour le coup? C'est la même chose. Et je dirais là, l'effet en l'occurrence, malheureusement, il est encore plus fort. Et ça, on le vit, malheureusement, à la banque. Alors là, que ce couple aurait fait l'acquisition. Comment? Oui, on vous parle de la vie, c'est-à-dire que là, c'est le quotidien de beaucoup de gens, là, la situation qu'on est en train d'évoquer. Cette situation, concrètement, il faut être vraiment très, très franc et très sincère. Il y a 2 semaines et demie, en l'occurrence, j'ai dû la gérer avec une cliente. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à tous les deux, ils touchaient 3 000 €. Ils auraient très bien pu faire l'acquisition d'un bien immobilier de manière tout à fait souple, en respectant leur budget, en respectant la même enveloppe qu'ils avaient pris, qu'aujourd'hui ils dépensaient pour leur loyer. Eh bien, madame, en l'occurrence, elle aurait pu jouir du bien immobilier parce qu'il aurait été totalement remboursé par le crédit. Vivre avec ses enfants. Par l'assurance. Grâce à l'assurance, on dirait solder le crédit. Être propriétaire d'un patrimoine immobilier qui aurait certaines valeurs, 200, 300 000 €, je ne sais pas. Mais en tout cas, avoir ce patrimoine immobilier, cette valeur à transmettre à ses enfants, parce que de toute manière, il y a une partie du bien qui aurait été transmise directement aux enfants. Donc, il y a aussi cette valorisation, en l'occurrence, que malheureusement, en n'étant pas propriétaire, en n'allant pas chercher ces financements immobiliers-là, en l'occurrence, pour faire cette acquisition-là, vous n'avez pas et vous n'aurez pas à terme. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est effectivement, c'est la grande tristesse je dirais malheureusement, de certaines approches qui sont distillées dans notre communauté. Elle est là, la réalité. C'est que demain, moi, je suis monsieur Jean, j'ai fait mon financement immobilier de 300 000 €. Demain, je décède. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ces 300 000 € là, en l'occurrence, ils sont valorisés auprès de mes ayants droit, auprès de mes enfants, auprès de ma femme. Et c'est comme ça que se constituent, en l'occurrence, les successions et les patrimoines qui sont transmis via l'héritage aux ayants droit. Mais malheureusement, lorsque vous n'êtes pas propriétaire, lorsque vous n'avez pas fait de prêt immobilier, quand vous décédez, vous laissez des dettes. C'est ça. Malheureusement. Je parle du point de vue, en tout cas, immobilier et de la charge locative que tout un chacun doit porter. Parce que ça, on doit tous se loger. C'est ça. Donc, en fait, il y a 2 solutions pour se loger. C'est soit vous payez de toute façon un crédit, parce que votre loyer, c'est juste le crédit de quelqu'un d'autre que vous payez. On l'a vu 150 fois ici.
Voilà. Soit vous êtes capable, et je parle toujours sous le contrôle des banques, c'est que la durée de détention d'un bien immobilier en moyenne en France, c'est 7 ou 8 ans, pas plus. Donc, n'allez pas la durée du prêt, c'est votre meilleur allié au départ, parce que c'est celui-là qui vous permet de lever un maximum d'argent. Quand vous venez avec 20 000 euros et qu'on vous en propose 160 000 de l'autre côté, c'est la durée qui vous permet de lever 160 000. C'est le cas du frère Bala tout à l'heure. Eh bien, cette durée, elle n'a pas à vous inquiéter outre mesure. Parce que vous pouvez même adapter, si vos revenus croissent dans les 2 prochaines années, vous pouvez augmenter vos mensualités et diminuer cette durée. Donc, mais de toute façon, elle importe peu parce que notre vie est tellement dynamique, on n'est plus nos parents ou nos grands-parents qui pouvaient vivre 30 ans dans la même baraque. Nous, on est emmenés à bouger tout le temps, à revendre, à racheter, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Surtout, ayez plutôt une approche au lieu d'avoir. Souvent, en fait, les clients, lorsqu'ils viennent nous voir, la première question, c'est combien ça va me coûter? Combien va me coûter mon crédit? La véritable question qu'il faut avoir en tête, c'est quel est mon budget? Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis prêt à rembourser tous les mois pour ma charge d'emprunt? Finalement, qu'est-ce que j'aurais payé pour un loyer, en définitive? C'est ça. Et là, effectivement, je vais prendre mon exemple personnel. Ma première acquisition, je l'ai faite à 22 ans. Oh. Un petit appartement, 150 000 euros. J'ai contracté mon crédit sur 30 ans. Ça peut faire peur, 30 ans. Ouais. Mais effectivement, comme on vous l'expliquait juste avant, je savais très bien que j'allais jamais aller au terme de mon financement. Ça, de toute façon, on le voit très bien dans notre milieu à nous. Aucun. Je crois que de ma vie, j'ai dû voir un seul crédit immobilier arriver à son terme. C'était un monsieur de 75 ans qui avait fait son emprunt il y a 20 ans de cela. Mais sinon, la vie fait que aujourd'hui, effectivement, on est amené à changer, on est amené à évoluer, on est amené à vouloir faire d'autres choses ou avoir un bien plus important, avoir des enfants. Et qui fait que concrètement, le bien que j'ai acheté il y a X temps, je vais le revendre. Et potentiellement, si j'ai fait une belle acquisition, que j'ai fait mon acquisition avec, je dirais, une intelligence dans l'achat et dans mon choix, je vais repartir avec une plus-value. Donc, soit une plus-value pure, parce qu'effectivement, mon bien, je l'ai acheté 150 000 et je vais le revendre 180 000. Je fais une plus-value nette. Mais au-delà de ça, même si je l'avais revendu 150 000 euros au bout de 4-5 ans, j'avais amorti en l'occurrence mon financement. C'est-à-dire que dans une revente au bout de 4-5 ans sans aucune plus-value, c'est vrai, mais vous récupérez toute la colonne amortissement là. Exactement. Eh oui, vous récupérez l'addition de tout ça au bout de 5 ans. Parce que ce que conserve la banque, c'est les intérêts du prêt. Mais là, ça, c'est de l'épargne, ça. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Donc, vous récupérez 5 ans, c'est 60 jours. Et ben, vous allez récupérer la somme de cette colonne jusqu'à la 60e ligne, c'est-à-dire jusque-là. Voilà. Donc, vous récupérez la somme de tout ça. Donc, c'est très compliqué en acquisition immobilière équilibrée, normale, voilà, sans que ça soit une affaire de dingue. Non, juste une acquisition, tout ce qu'il y a de plus moyen de perdre de l'argent. J'ai pas vu, moi, encore ça. Je sais pas, des banques, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de constater que des clients ont acquis et 10 ans après perdent de l'argent? Non. Alors, pas 10 ans après. Ça peut arriver dans certains cas très spécifiques, notamment dans le cadre de la construction, où là, les clients vont souvent ne pas faire attention, je dirais, à la valorisation de leurs biens à terme de la construction. Par exemple, c'est très simple. Je peux acheter un terrain à 100 000 euros. Derrière, je fais une construction de maison de 200 000 euros de coût de construction. Mais derrière, si je construis 100 mètres carrés, malheureusement, ma maison n'a pas forcément valeur 300 000 euros. C'est ça. Alors, ça, c'est souvent, c'est le seul cas où nous, on a des difficultés avec des clients. C'est lorsqu'ils ne font pas ce travail de recherche économique autour de la valeur de leur bien au terme de la construction. Tout à fait. Sinon, au bout de 5-10 ans, je fais une acquisition classique, vous ne pouvez pas perdre d'argent. C'est ça. À partir du moment où vous n'avez pas acheté dans le cadre d'une bulle spéculative ou autre, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Vous ne pouvez pas perdre d'argent. Alors, pour revenir sur l'exemple que le frère vient de donner, moi, j'ai eu le cas à Bobigny. Bobigny, c'est une ville de Seine-Saint-Denis,
plutôt très moyenne, on va dire, mais où vous avez un marché de l'immobilier sur les maisons individuelles qui généralement plafonnent à un niveau donné. J'ai un client qui a acheté une maison là-bas à Bobigny, un beau terrain, etc. Et il a fait tellement d'aménagements, tellement de travaux. Je sais pas moi, le porte-papier toilette était doré, il y avait un jacuzzi, un sauna, il a des trucs. Mais le jour où il me demande de l'estimer, je dis, mais attendez, monsieur, un client qui a 800 000 euros, il vient pas acheter à Bobigny. Mais pourquoi vous avez fait autant de travaux? C'est-à-dire que la valeur de l'équipement ou des travaux que vous engagez dans votre maison, assurez-vous avant de le faire que vous restez néanmoins dans les prix de la commune dans laquelle vous êtes. Moi, mon client, je lui ai dit, mais il fallait me faire la même chose à Vincennes ou à Versailles. Donc, en fait, c'est de s'assurer, et ça, oui, c'est vrai que j'avais oublié cet exemple-là, c'est-à-dire que vous achetez dans une ville où vous avez un prix moyen, disons, de 300 000 euros, disons 600 000 pour les baraques, et vous faites des travaux, des aménagements, des équipements qui font que vous avez dépensé pour 700 000 euros, construction compris. Bah, le jour où vous voulez le revendre, vous allez vendre à 600 000 parce que le plafond du truc, c'est 600 000 dans la commune. Donc, vous devez tenir compte du prix du marché, en fait, de la valeur des biens et vous assurer que votre investissement est en adéquation avec ce qui se fait dans la commune où vous êtes. Ça rejoint des banques. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, on a vu quoi? On a vu que sans résidence principale, bonne chance pour votre business, pour le financement de vos projets professionnels, etc. derrière. Ce qu'on a dit ici plusieurs fois. 2, le financement des études de vos enfants, bonne chance. Très compliqué. Voilà. Deuxièmement. Troisièmement, moi, la fois où j'ai dit à mon petit frère, mais attends, la bourse, il me dit, mais attends, mais demande-moi d'aller jouer au loto, c'est pareil. Donc, il a fallu que j'aille avec mon titre de propriété pour qu'il ait son truc d'ingé, pour me porter caution, ce que vient de dire le frère des banques. 3, qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants en cas de pépin? Accident, vous n'êtes plus là, malheureusement, c'est la vie, ça peut arriver. Il leur reste quoi? Que des dettes. Alors que si vous avez fait l'acquisition d'une résidence principale avant, pour vous loger, vous avez ce qu'on appelle l'assurance décès invalidité, dont j'ai déjà parlé ici, qui en cas de pépin, vous éteint la dette. C'est-à-dire que votre famille occupe un logement pour lequel ils ne paieront plus jamais de mensualité, il n'y en a plus. L'assurance décès invalidité a tout réglé. 3e intérêt. 4e intérêt, moi, en tant que mère ou en tant que patriarche, tu as envie de léguer quelque chose à tes enfants. Le jour où ton heure est venue. Mais tu vas leur léguer un bail? Non. Ben voilà. Donc, il y a aussi un autre frein à l'acquisition qu'on vient d'indiquer dans le chat. Alors, je ne suis pas d'accord avec les frais de notaire. Oui, mais les frais de notaire, il va falloir que tu les payes. D'accord. Moi, je préfère payer 20 000 euros de frais de notaire, je le dis clairement, ma taxe foncière chaque année, d'accord, et mettre à l'abri les miens dans les conditions qu'on vient de vous décrire. Clairement, il n'y a pas de problème. De toute façon, les frais de notaire font partie de l'apport. Autre point. Ensuite, les copropriétés et les frais de syndic et la vétusté des biens. MSLES, SMICAR, M les SMICAR. Alors, tu peux pas dire faux parce que le monsieur des banques, il est banquier depuis 15 ans. Moi, je suis agent immobilier depuis 25 ans. Donc, vraiment, nous savons de quoi nous parlons. Donc, les syndics, c'est un autre débat. On pourra faire un live sur les syndics. La copropriété dans laquelle vous achetez, j'en ai déjà parlé. Alors, donc, comme le frère vient d'arriver sur la chaîne et qu'il ne connaissait pas avant, nous parlons de la copropriété sur pas mal de lives. Donc, je vais vous mettre les vignettes. Nous parlons de la copro sur ce live-là. Voilà. Nous parlons de la copro sur ce live-là. Immobilier, mon premier achat, les pièges à éviter. Je passe 6 heures
à vous expliquer dans quel type de copropriété je vous conseille de faire vos acquisitions. Et c'est du bon sens, hein, c'est pas compliqué. Hein. Je parle de la copropriété dans ce live-là. Donc, pour tous ceux qui ont du retard dans la compréhension du sujet qui nous préoccupe ce soir, merci d'éviter des messages, des trucs qui n'ont rien à voir avec le thème. Donc, le thème ce soir, et vraiment, je remercie beaucoup des banques d'être là, c'est que le frère est banquier depuis 15 ans. Et il vous a dit la même chose que moi. Sa première acquisition, il l'a fait à 22 ans. Il a 3 ans d'avance sur moi, d'ailleurs. Moi, je l'ai fait à 25. Bon, on n'est pas de la même génération non plus. Il vous a expliqué en termes très, très simples, la meilleure rampe pour démarrer votre vie, c'est la pierre. Il nous a précisé en introduction que 100%, c'est-à-dire que quand on étudie la richesse des Français, je parle de la richesse, je parle en termes de pépettes, hein, d'accord ? 99% d'entre eux, c'est du patrimoine. C'est pas du business. Hein. Des banques, tu confirmes. Je confirme. Voilà, c'est du patrimoine. Et de toute manière, même lorsque, de toute façon, c'est une analyse qui est très simple. Hein. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ne serait-ce que même les clients les plus riches qu'on peut avoir en portefeuille, hein, que ce soit le mien ou que j'ai pu gérer, j'en ai géré plusieurs des portefeuilles différents. Même les clients qui ont énormément de finances liquides via des PEA, via des comptes courants, via des investissements et autres, en définitive, ils se retrouvent tout le temps, finalement, dans la pierre. C'est ça. Pourquoi ? Parce que la pierre, ça reste l'un des investissements, si ce n'est l'investissement le plus stable. Ça. En définitive. En fait, ce qui lègue principalement, c'est de la pierre. C'est de la pierre. C'est-à-dire que on démarre sa vie par la pierre. On sécurise sa femme, ses enfants par la pierre. Pour les raisons qu'on a évoquées en introduction. Derrière, on finance les études de ses enfants par la pierre. C'est la garantie, c'est la caution que va prendre la banque pour lever les 40 000. Moi, je crois que c'était un prêt de 37 000 euros. 40 000 euros. Il a fallu que je vienne avec mon attestation de propriété. C'était pas pour moi, c'était pour le faire. Donc, et vous avez des écoles qui vont vous demander 50 000, 60 000, 80 000 euros. Et ben, vous venez pas en expliquant au banquier que le petit va livrer des pizzas pour payer. Hein. Donc, c'est la pierre. Ensuite, quand vous voulez démarrer un business, un projet professionnel sérieux et que vous voulez l'oreille de la banque, le banquier va vous dire, attendez, vous nous réclamez 150 000 euros. OK. Mais je veux dire, comment vous nous garantissez le truc ? C'est encore la pierre. Et ensuite, quand vos affaires fonctionnent, vous êtes successful, c'est génial. Mais où est-ce que vous allez sécuriser les capitaux que vous avez, les bénéfices que vous avez générés ? Bah, comme vous rappelle le frère, on va réinvestir, on va consolider ce cash qu'on a pu dégager par son travail, par son projet, encore dans la pierre. Parce qu'on sait que là, ça ne va pas bouger. C'est le seul élément stable dans les sociétés occidentales, c'est la pierre. Des banques, tu confirmes ? Je confirme tout à fait, parfaitement. Donc, à partir du moment où vous acceptez d'être locataire, ouais, mais tu vois, en fait, aime les smicards, sincèrement, je vais te bloquer 5 minutes parce que tu es hors sujet. À partir du moment où vous acceptez d'être locataire, en fait, vous recréez pour vous-même une situation d'esclavage. Vous allez consacrer votre vie à payer le crédit des autres, à assurer la scolarité des enfants des autres, à solidifier les projets professionnels des autres. À enrichir les autres. Enrichir les autres. Et donc, moi, je ne vois pas, je ne sais pas, des banques. Est-ce que tu as l'exemple de... est-ce que tu as eu en 15 années d'expérience des porteurs de projets professionnels, locataires,
que tu aies réussi à accompagner. C'est-à-dire des personnes qui démarrent. Aujourd'hui, on a des chaînes qui expliquent des trucs totalement loufoques. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus ce soir. Qui proposent à des jeunes que l'on a qui ont entre 20 et 25 ans d'aller payer des formations de 3, 4, 5, 6 000 euros, qui leur indiquent qu'il ne faut surtout pas investir dans l'immobilier parce que ils vont se créer un passif sur 25 ans, etc., mais qui viennent faire du business. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Fétiche. Clairement, Attends, Patego, 2 secondes. Il dit il ne faut surtout pas investir dans l'immobilier en Afrique. D'accord. Mais en Europe, qu'est-ce qu'ils disent pour l'Europe, Patego? En Europe, ils disent qu'on peut, parce que c'est là-bas que la diaspora vit, mais en Afrique, qui est la terre où tout le monde doit rentrer. Parce que je me dis que quand tu pars en Europe, c'est pas pour faire ta vie, que tu ne dois pas investir. Ça, non, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai entendu comme truc, et pas que chez celui qu'on pense, c'est que l'investissement immobilier en Europe est une erreur et vient. Oui. J'ai dit en Europe, je ne dis pas en Afrique. Oui. En Europe est une erreur, d'accord, est une faute grave et est une entrave à la capacité des personnes qui le font à pouvoir se lancer dans les affaires. Alors, des banques, qu'est-ce que toi, tu penses d'un discours comme celui-là? Moi, je peux que m'inscrire à défaut sur une approche comme celle-ci. Moi, les projets professionnels, concrètement, c'est ce qu'aujourd'hui je fais 70% de mon temps de travail à aujourd'hui. Clairement, un projet aujourd'hui qui m'est présenté, je ne vais pas dire, attention, toute proportion gardée, vous venez me voir pour un petit projet immobilier, un petit projet professionnel, vous avez besoin de 10, 15, 20 000 euros, c'est le prix d'une voiture. Donc oui, je peux vous accompagner sans aucun souci. J'ai pas de sujet par rapport à ça. Par contre, vous venez me voir pour racheter un fonds de commerce, racheter une boutique, un commerce, quel que soit le type, que ce soit vestimentaire, que ce soit pour un commerce automobile, que ce soit un restaurant, que ce soit une affaire de nettoyage, que ce soit une activité industrielle, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Si vous avez pas une assise personnelle, en l'occurrence importante, un patrimoine immobilier sur lequel, ou un patrimoine financier, parce qu'il peut y arriver aussi que vous avez justement eu la chance d'avoir le droit à une succession suite à un décès ou autre, ou un héritage. Dans la communauté, c'est rare. Importante, malheureusement. Et clairement, moi, je le vois. Je n'ai pas une expérience non plus de 30 à 40 ans dans le milieu bancaire, mais en toute humilité de ma petite expérience, la richesse que mes clients ou que les clients que moi je peux voir en l'occurrence ont, elle provient de l'immobilier. Ceux qui sont aujourd'hui les plus riches que moi j'ai eu la chance de gérer dans mes portefeuilles, leurs richesses viennent de l'immobilier et de l'héritage immobilier en l'occurrence de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est la base. Clairement, je n'ai pas un seul compte aujourd'hui que j'ai en tête, que j'ai pu gérer, dont la richesse a été créée purement par l'activité professionnelle. C'est ça. Alors, je vais remercier. Reste cette base-là, effectivement, de l'immobilier. Je vais remercier Noubé pour sa question. Alors, il y a aussi un truc qui est totalement loufoque. Moi, c'est loufoque pour moi parce que je fais le métier que tu sais des banques. Le discours, c'était de dire aux frères, bon, tu vas certainement rigoler, mais je suis obligé de c'était de dire aux frères, non, prenez une location, d'accord? Prenez une location et gardez du cash pour acheter un immeuble de rapport. Est-ce que tu finances ou dans quelles conditions tu finances des personnes qui achètent des immeubles? Après, tu sais, immeubles, ça ne veut rien dire. Il y a des immeubles à 60 000 en province, il y a des immeubles à 3 milliards à la Défense. Donc, ça ne veut rien dire, immeuble. Mais c'est ce genre de discours qui pullule sur Internet. Et moi, ça me rend tellement malade parce que je viens d'une génération, moi, j'ai quasiment fait tous les HLM d'Île-de-France. J'ai vu mes parents
mais suer comme des malades, finalement, pour rien. Donc, comment est-ce qu'on peut venir dire que il faut exclure la résidence principale et que si investissement immobilier il devrait y avoir, il faudrait acheter des immeubles de rapport. Et ma question, c'était comment est-ce qu'on apprend à courir si on ne sait même pas marcher? Je suis d'accord. Alors, je vais juste vous donner une petite base qu'on apprend dans la banque lorsqu'on rentre et lorsqu'on commence à apprendre à faire des financements et accompagner les clients. On ne finance pas un propriétaire pour un investissement locatif s'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale. C'est l'une des règles de base de la banque. Je ne dis pas qu'on n'y déroge pas, attention, hein, mais je dis que c'est l'une des règles de base, en l'occurrence, qu'on apprend aux banquiers. Okay. Ce qui veut dire qu'effectivement, j'ai un potentiel investisseur qui vient me voir pour faire une acquisition d'investissement pour acheter un immeuble ou 5-6 appartements, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, j'en ai de plus en plus et tous proviennent, et ce qui est très intéressant et rigolo, effectivement, c'est que ils ont tous le même discours très formaté, hein, où on me parle de cash flow, on me parle du retour, etc. sur l'investissement. Ok, mais lorsqu'on commence à pousser, à gratter un peu, on se rend vite compte qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet et qu'ils n'ont pas finalement fait l'analyse, en l'occurrence, du risque et de l'intérêt de ce type d'opération. Moi, de toute façon, lorsqu'on explique à ces gens-là, comment ils peuvent m'expliquer pourquoi, dans ce cas-là, ils se retrouvent encore locataires à payer 500-600 euros. Quand on parle de rendement et qu'on parle vraiment de création de richesse, comment on peut m'expliquer aujourd'hui que je mets 600, 700, 800, 900 euros à la poubelle tous les mois en loyer et que je veux aller investir 500-600 000 euros pour acquérir un immeuble? Des banques, vraiment, moi, d'entendre ce que tu viens de dire, c'est... Moi, en fait, ça me fait même du bien parce que, tu sais, à un moment donné, t'entends tellement de conneries, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que tu vas voir un banquier avec une hémorragie financière personnelle de 900 euros par mois, 800 euros par mois, 700 euros par mois, 600 euros par mois, 1000, plus parfois, par mois. Et tu viens voir un banquier avec un discours formaté. C'est-à-dire que les types utilisent des mots, cash flow, mindset, retour sur investissement. Mais attends, dont ils ne comprennent même pas le sens. Pyramide de Maslow. Mais quand je vois ces lives-là, oui, merci des banques d'avoir dit ce que tu as dit, parce que je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent ce dont ils sont en train de parler? En fait, je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent le sens des mots qu'ils emploient. Malheureusement, non. Pyramide de quoi? Des banques, j'aimerais te poser une question. Vu que tu es dans le secteur de la banque, tu es en contact également avec les frères de la communauté, les frères et sœurs de la communauté. Selon toi, quels sont les préjugés qui bloquent nos frères à franchir les portes des banques pour demander un quelconque service? Malheureusement, c'est qu'ils ne croient pas eux-mêmes en leur projet. C'est le souci. C'est qu'aujourd'hui, en fait, ils ne viennent pas toquer à la porte du banquier pour aller demander un financement. C'est ça le vrai souci et le vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, on se complaît malheureusement dans la facilité locative. Et encore, hein, malheureusement, le locatif, parfois, c'est plus compliqué finalement que d'aller obtenir un financement immobilier. Quand on vous demande finalement 3 fois le loyer, c'est finalement l'endettement qu'on vous demande lorsque vous faites une acquisition immobilière. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, c'est exactement le même système. C'est plus compliqué. Et moi, je fais de la gestion de locatif, donc je gère pour autrui. C'est beaucoup plus compliqué de venir constituer un dossier locatif pour qu'on valide le truc que de constituer un dossier bancaire pour l'octroi d'un prêt immobilier. Et là, je vais reprendre je vais reprendre la question. Hein. En toute franchise, hein, si je prends cette année, hein, je dois valider à peu près entre les dossiers que je monte moi-même et les dossiers que je valide de mes collaborateurs. Je dois valider à peu près 15 à 20 dossiers par mois de financement immobilier. D'accord? Donc là, on est au mois d'avril, début mai. J'ai dû valider environ 80-100 dossiers.
Sur 85 dossiers, combien j'ai eu de dossiers de noirs africains? Je parle d'aide bande. À votre avis? Je sais pas, j'irais 8, 6, 3 3. sur 80. Et je pense pas qu'on représente uniquement que 3% de la population française. C'est clair. Pour vous dire, hein, pour le coup. Hein. Et moi, je peux vous dire, j'en vois, hein, malheureusement. Et pour beaucoup, ils ont peur aussi, effectivement, du préjugé du banquier. Ils ont peur du racisme du banquier, qui, je ne vais pas le cacher, peut exister et existe, malheureusement. Pour autant, c'est aussi à vous de blinder vos dossiers, en l'occurrence, et d'arriver serein sur votre opération. Il faut maîtriser son dossier hein, quand on va voir le banquier, hein, bien sûr. En fait, ouais, je pense que c'est la guerre. Nos frères n'ont pas compris. Nous sommes en guerre. L'économie est une guerre. La vie dans ce pays est une guerre. Et que l'assistante sociale, c'est l'assistance sociale dans ce pays. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer la vignette. L'assistante sociale dans ce pays, bah, c'est le truc à droite là qui a la tête rouge. C'est ça l'assistante sociale qu'on a vendue à nos parents. Aujourd'hui, moi je vois des frères et des sœurs dans la communauté qui ont des revenus extrêmement solides. Mais dès qu'il est question de franchir le pas, de consolider une enfance que les parents ont dû assumer, payer, des études qui ont été payées, des examens avec tout le stress que ça comportait, mais qui ont été vaincus, voilà, avec des pensions, etc. Les entretiens pour trouver un job, on a vaincu le truc, on a eu le job. Putain, derrière, on fout tout ça en l'air dans un loyer. Allez hop. C'est triste. Hein. Ça n'a aucun sens. C'est une réalité. Moi, j'en ai connu, hein, et pas qu'un ou deux. Hein. Si c'est un ou deux, je dirais c'est à la marge. Et là, je vais élargir. Hein. Je ne vais pas parler uniquement des personnes de la communauté africaine noire. Mais le nombre de clients issus de l'immigration qui viennent me voir lorsque je les rencontre, parce qu'avant moi, c'était peut-être un blanc, pour le coup, qui occupait le poste, et qui me disent, moi, monsieur, j'aurais jamais demandé de crédit, parce que je sais qu'ils m'auraient refusé. Vous vous rendez compte dans quel mindset ils sont, en fait, malheureusement. Pour beaucoup, c'est triste. On a des gens aujourd'hui qui n'avaient jamais eu l'audace de demander des financements immobiliers. Ces gens-là, aujourd'hui, je leur ai prêté plus de 4 millions d'euros de financement sur plusieurs acquisitions différentes. Et on a fait ça en 2 ans. Et c'est des gens qui ont des très grosses entreprises, hein, des belles boîtes. Mais ces gens-là, comment ils vont faire pour n'avaient pas le courage, en tout cas, je ne sais pas. Avec ce blocage psychologique d'aller demander, en l'occurrence, ce financement-là, en l'occurrence, au banquier. Et pourtant, c'est des gens qui avaient des belles structures financières, des très belles entreprises. Hein. Je parle d'entreprises, en l'occurrence, qui font 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui font plus de 500 000 euros de résultats nets, 500 000 euros de bénéfices, hein, pour être concret. Ces personnes-là n'osaient même pas demander de financement immobilier. Parce que pour beaucoup, certains, malheureusement, ont ce blocage psychologique d'aller se dire, la banque, en l'occurrence, va croire en moi, va me prêter l'argent. Il ne faut pas hésiter. Frappez à la porte, préparez bien votre projet, toquez aux portes des banques, parce que c'est vrai que malheureusement, parfois, vous allez tomber sur la mauvaise personne, mais ça, c'est comme partout. Hein. Dans toutes les activités, malheureusement, vous pouvez tomber sur la mauvaise personne. Et parfois, vous allez tomber sur la personne sympa, qui va vous arranger, qui va faciliter votre projet. Moi, il y a des projets que j'ai fait valider parce que je croyais en la personne. On a financé même les frais de notaire. Aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire parce que la réglementation fait que. Mais il y a des dossiers sur lesquels je vais être plus facilitant parce que je crois en la personne, je crois en son potentiel. Moi, un jeune qui vient me voir qui a 25 ans, ou s'il a 37% d'endettement, je vois son fonctionnement de compte, qu'il est cohérent, etc. C'est quelqu'un qui sait épargner, qui sait gérer ses finances. Je vais l'accompagner si je peux le faire. Donc, ne vous mettez pas le frein d'eux. Osez toquer à la porte, osez faire votre demande de financement immobilier. Préparez votre avenir. Préparez l'avenir des autres. Préparez l'avenir de ceux qui vous ont. Enfin, je dirais plutôt. Moi, je vois ça comme ça aussi. Hein, je rends hommage, en l'occurrence, quand j'ai fait mon premier achat immobilier, c'est aussi
la fierté que j'ai vue dans le regard de mon père, c'est Ah oui. dans hommage finalement, dans son investissement qu'il a mis en nous, hein, dans tout ce qu'il a trimé en l'occurrence, pour que nous derrière, voilà, on puisse monter un palier, hein, pour le coup, et derrière faire profiter à ceux derrière en l'occurrence de ce que nous on aura pu accomplir grâce à eux. Ouais. Donc, je vais carrément le bloquer, le frère là. Donc, si t'es pas d'accord, comment il s'appelle, Émile Smicard. les smicards, tu viens t'exprimer sur le live et tu fais attention au terme utilisé. Mais de toute façon, on n'est pas là pour que tu sois d'accord ou pas d'accord. Monsieur est banquier depuis 15 ans et moi, je suis agent immobilier depuis 25 ans. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, moi, j'ai pas d'exemple dans mon entourage. J'ai 46 ans. D'accord ? Tous mes copains qui me disaient quand j'avais 25 ans que je faisais ma première acquisition, que j'avais été con de le faire, que eux, de toute façon, ils vont faire du business. J'ose même pas vous raconter. D'ailleurs, certains sont morts dans des conditions, je vous explique pas les trucs. Oui, parce que tu peux rien faire de sérieux. Je ne vois pas comment, dans une société occidentale, d'accord ? Oui, c'est vrai, c'est clair. Oui, il y a les frais de notaire à payer. C'est ce qu'on a dit à Bala. Son banquier lui a dit, il est à Marseille, voilà, nous, on peut te débloquer 160 000 € sur 20 ans. Par contre, tu apportes les frais de notaire. OK. Mais qui n'a pas apporté les frais de notaire ? Je veux dire, même s'il y avait 2 fois les frais de notaire à payer, ça vaudrait le coup quand même. Eh oui. Donc alors, il y a ceux qui vont se trouver des excuses pour rester médiocres, parce qu'il ne faut pas se mentir. Il y a ceux qui vont se trouver les excuses, il y a ci, il y a ça, machin. Moi, je préfère mettre 800 € à la poubelle tous les mois. D'accord ? Voilà, il y a des gens qui vont vous dire ça. Il y a les faire du business, hein, je vous dis, il faudrait qu'on ait des frères qui se sont plantés, qui aient le courage de venir sur des lives comme ça, expliquer les erreurs qu'ils ont commises. Parce que ça va aider les jeunes à comprendre. Moi, je n'ai personne dans mon entourage qui ait démarré sa vie d'adulte, hein, dans une location, qui est dans une location aujourd'hui, à peu près à mon âge, et qui me dit putain, je m'en suis sorti grâce au business. Vous pouvez demander à des banques, ça n'existe pas. J'ai dans mes connaissances des frères qui avaient des revenus solides. Hein, quand je dis solide, c'est entre, disons, 4 et 7 000 € par mois. Et d'ailleurs, souvent, hein, des banques, tu me dis, hein, si je dis des bêtises, souvent ces gens-là sont ceux qui ont les plus grandes difficultés à s'en sortir, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont jamais acheté. Et donc, je paye un loyer de 1 600 €, comment dirais-je, je ne capitalise, je n'immobilise jamais. En fait, je ne fais pas d'acquisition immobilière. Je voyage, j'ai les impôts à la fin de l'année, j'ai mon train de vie, la voiture, etc., etc. Très souvent, il vaut mieux un couple au SMIC qui, avec 2 salaires, enfin un couple qui, avec 2 salaires, arrive à tenir 3 000 € par mois. Souvent, c'est ceux-là qui prennent les décisions les plus intelligentes. Dès que vous avez des profils, et moi j'ai eu des pilotes d'avion à 7 000 € par mois, les types étaient surendettés. Pourquoi ? Parce que il y a le loyer à 2 000 là-bas, il y a la voiture qui coûte 400 € par mois, il y a le carburant, il y a l'assurance, il y a tout un tas de dépenses. Et puis madame ou monsieur va faire des dépenses inconsidérées, des trucs, et en fait, ils sont dans le rouge à fond. Donc, c'est pas parce que vous avez de gros revenus que vous avez une situation économique saine. Je sais pas ce que tu en penses des banques. Ah, il a été coupé. Mais en gros, voilà, c'est ça le truc, c'est que quand on vous dit qu'il faut commencer votre vie ou poursuivre votre vie avec une acquisition, c'est tout simplement parce que cette acquisition va structurer votre vie. Voilà. À 25 ans, j'allais pas claquer des bouteilles de whisky à 800 € en boîte. Bien sûr, j'y allais pas. Mais en plus, même si j'y allais une fois ou deux avec des copains, je paye pas ça. Attends, c'est une mensualité de prêt. Ils sont malades ou quoi? Je vais pas mettre ça dans une bouteille de whisky. C'est une mensualité de mon prêt. Et donc, moi, je raisonne pas pareil.
Moi, j'ai des copains qui t'ont mis les 1500 boules dans une bouteille de champagne en boîte de nuit, machin. Tu dis, mais attends, mais il est malade. Moi, c'est 2 mensualités de prêt, 1500 €. Donc, en fait, un prêt immobilier structure votre vie. C'est-à-dire que ça encadre votre vie. Ça vous assure une épargne, parfois même à l'insu de votre plein gré. C'est-à-dire qu'en gros, chaque fois que tu as payé 700 €, en réalité, tu ne comprends pas que dans les 700, il n'y a que 150 € qui vont à la banque. Le reste, c'est une épargne pour toi, pour ton avenir. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre 700 € dans le vide. L'exemple sur les revenus importants, mais avec une situation économique désastreuse, des banques, tu as dû en voir. Qu'est-ce qui, selon toi, permet aux personnes qui arrivent à tenir les rênes de leur vie aujourd'hui à s'en sortir réellement? Pour moi, c'est leur investissement immobilier. C'est pas leur business. Le business, c'est ce qui peut être quand l'économie va bien, parce que le business ne dépend pas que de notre volonté. Nous, on ne contrôle en matière de business que ce qu'on dépense. C'est la seule chose qu'on contrôle. C'est ce qu'on achète, c'est ce qu'on dépense. Mais ce qui va rentrer, on essaye de mettre en place un tas de trucs pour que ça rentre au maximum. Mais on n'est pas en maîtrise de ça. PK, tu peux nous accorder 15 minutes pour poser différentes questions des banques? Bien sûr, vas-y. Des banques, juste une question. Dans le général, comme ça, quels sont les différents points que tu as notés que peut-être certains de nos frères apportaient pour la constitution de leur dossier, une demande de crédit, les crédits rejetés, je veux dire. Selon toi, quels sont les points que certaines personnes... Quels sont les éléments qui souvent ont été cause d'un rejet problématiques dans les dossiers? Oui, alors, merci Péka. De toute façon, malheureusement, l'une des premières raisons, elle est très simple, elle est la même pour tous, de toute façon, quel que soit le traitement du dossier, c'est l'endettement. Donc, la première chose, pour le coup, c'est effectivement, est-ce que je respecte ces fameux 33% d'endettement, même si aujourd'hui, dans la réalité, on peut largement aller à 35% d'endettement facilement, sans aucune dérogation spécifique. D'accord? Donc ça, c'est le premier état de fait. Le second, pour le coup, ce qu'il faut garder en tête, en l'occurrence, c'est ma gestion de compte. Ma gestion, finalement, mon budget de tous les jours. L'une des principales raisons de rejet, c'est aujourd'hui, je paye 500 € de loyer. Demain, mon crédit immobilier va me faire passer à 800 € de charge. Donc, je vais avoir un effort supplémentaire de 300 € par mois. Lorsque je vais analyser vos comptes, si je vois que tous les mois, vous n'arrivez pas, ou vous arrivez tout juste à rembourser ces 500 € là, dans mon analyse, concrètement, je vais me dire, mais comment il va faire pour rembourser 300 € de plus? Ça, c'est l'une de nos approches les plus basiques sur un dossier de financement immobilier. Comment je fais pour passer de 500 à 800, 900 ou 1000 €? Soit c'est des dépenses, je dirais, de plaisir, de jouissance, pour le coup, on achète des chaussures, on achète des vêtements, etc. Ça peut se freiner. Il n'y a pas de sujet. Par contre, c'est des dépenses, pour le coup, alimentaires, qui font que je n'arrive pas à mettre ces 200, 300 € de côté, parce que finalement, en réalité, c'est comme ça qu'on démontre sa capacité à. C'est finalement cet argent-là que je vais réussir finalement à mettre de côté. C'est extrêmement compliqué, ou en tout cas, c'est plus complexe d'aller demander un financement qui va alourdir mon budget locatif de 300, 400 ou 500 €. L'approche, elle est très simple. C'est comme vous, aujourd'hui, quelqu'un qui vient vous voir, vous voyez, tous les mois, il est ric-rac, et il vient vous demander de lui prêter 300, 400 € de plus par mois. Et vous allez vous demander comment il va faire. C'est la même logique. S'il est déjà dans le rouge, on va pas, s'il n'arrive déjà pas à tirer la charge qu'il a sur le dos, on ne va pas lui en rajouter. Mais sinon, l'approche, elle est très basique. C'est aujourd'hui,
Est-ce que je respecte mes 33-35% d'endettement? Donc ça, c'est simple. Je prends l'ensemble de mes revenus nets fiscaux, parce qu'on prend le net fiscal en banque et on n'en prend pas le net payé. Le net fiscal, donc 80% des cas, il est supérieur à votre net payé. Par exemple, je vais avoir 1 500 € net payé à la fin du mois, mais sur mon net fiscal, je vais peut-être avoir 1 650 €. C'est ce 1 650 € là que nous, on va prendre dans le calcul de l'endettement, et non pas les 1 500 €. Et c'est là que souvent les clients se fourvoient et ils n'osent pas pousser notre porte, alors qu'en réalité, finalement, entre monsieur et madame, quand on prend le net fiscal, on a peut-être 200, 300, 400 € de plus finalement par mois, dans la capacité d'endettement de la personne, bien sûr. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de... La première chose que je peux vous dire, la chose que vous maîtrisez parfaitement, sur laquelle vous avez la main, c'est votre gestion de compte. Ayez une gestion de compte saine. Si vous avez des frais de commission d'intervention, des frais de rejet de prélèvement, etc., ce qu'on appelle les frais négatifs en banque, pour le coup, effectivement, ça va être un point négatif. C'est pas rédhibitoire, attention, mais ça peut être un point négatif. Parce que parfois, tout simplement, c'est que vous avez une autorisation de découvert qui n'est pas adaptée. Parfois, il y a des gens qui touchent 3 000 € par mois, mais ils ont une autorisation de découvert de 500 €, et tout le temps, ils dépassent. Mais bon, 3 000 € pour le coup, cette personne-là pourrait être tout aussi bien prétendre à 1 500 €, à 1 200 € d'autorisation de découvert. Ça génère des frais négatifs, mais pour autant, en réalité des faits, avec une vraie analyse, on voit que s'il avait eu 1 500 ou 1 000 € d'autorisation de découvert, ces frais-là, il ne les aurait jamais eu. Ça ne doit pas être un frein, d'accord? Mais pour autant, si c'est quelque chose de récurrent, pour nous, effectivement, c'est quelque chose de bloquant, en tout cas de freinant dans l'accord de votre financement. Alors, juste pour compléter le propos, c'est que le banquier, il analyse le caractère, j'allais dire, sain de votre rapport à l'argent. Votre capacité à ne pas dépenser plus que vous n'avez. Finalement, c'est ça se résume à ça. C'est-à-dire que quand vous gagnez 1 500, vous ne dépensez pas 2 000 tous les mois. Vous n'êtes pas bardé de prêts conso partout. On va vous demander vos 3 derniers, vos relevés de compte bancaire sur les 3 derniers mois. Mais s'il y a des trucs qui partent de partout, machin, on comprend pas, le salaire est arrivé le 10, le 5, et déjà le 10, il n'y a plus rien, on dit en découvert. Enfin, en fait, c'est votre capacité à bien vivre au fond, à pas vivre au-dessus de vos moyens, qui va rassurer un banquier. Un compte, moi je me souviens à Créteil, j'avais une cliente, on était courtier à cette époque-là, et elle avait des relevés de compte nickel, vraiment impeccable. Et il y avait un truc qui a foutu le bordel, c'est que elle avait eu alors je sais plus si c'était, il y avait un incident en fait mais c'est la seule ligne du truc. On a dû décaler, c'est-à-dire que elle a signé son compromis de vente en France. Généralement 2 mois après, le prêt est levé. Et puis derrière, 3 mois après, en 3 mois, on a signé l'acte authentique à la clé du logement. Eh bien, en réalité, moi, je lui ai mis un délai d'obtention de son crédit. Au lieu de 2 mois, j'ai mis 3 mois. 3 mois, pourquoi? C'était pour qu'on dégage le relevé de compte qui était problématique, qui était le plus ancien des 3. C'était vraiment un truc, mais qui de toute façon aurait attiré l'attention d'un banquier, alors qu'en fait, cette femme, elle avait des relevés de compte extrêmement propres. Je vais rebondir sur ce point-là, c'est important. Un projet immobilier, ça se prépare. Et les relevés de compte, effectivement, aussi, qui vont avec, ça se prépare. Donc, dès lors que vous allez commencer votre projet, ou en tout cas votre projet de recherche, ayez une gestion saine de vos comptes. Ne dépensez pas à l'excès. Tout ce que vous pouvez effectivement ne pas dépenser, conservez-le. Mettez des virements automatiques sur les contrats d'épargne. D'accord? Ça montrera aussi votre sérieux, votre capacité à épargner, à mettre de l'argent de côté, à préparer, à dépenser, je dirais, un peu plus par rapport à aujourd'hui ce que vous avez en charge locative, si besoin est, pour votre prêt immobilier. Ça se prépare un projet immobilier. Et ça se prépare pour le client, principalement sur ses relevés de compte. Le reste, vos bulletins de salaire ne changeront pas. Votre avis d'imposition ne changera pas. La seule chose sur laquelle vous avez la capacité de faire, je dirais, de rendre plus jolie la mariée, c'est vos relevés de compte. Donc, je commence à chercher. Je pense que je vais commencer à
vouloir investir dans l'immobilier, j'ai une gestion saine de mes comptes, pour le coup. J'épargne autant que possible, en l'occurrence sur un compte d'épargne. Je peux mettre de l'argent sur un livret A tous les mois, c'est pas un souci. Je vais même faire de l'argent, des mouvements de mon livret A à mon compte courant et inversement. C'est pas un problème, pour le coup. Mais ce qui est important de démontrer, c'est sa capacité à savoir épargner et sa gestion saine de ses comptes, ne pas avoir de frais de rejet, etc., etc. Ça. Donc, en fait, préparer son projet d'acquisition, franchement, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie financière, je parle. C'est-à-dire que, comme le frère vient de le dire, assurez-vous d'être clean. Faut évacuer. Alors, tous les prêts en cours que vous avez, si vous aviez un prêt auto qui s'éteint dans moins d'un an, je dis ça sous le contrôle du frère, il n'y a pas de problème. Moins d'un an de prêt, un prêt auto qui s'éteint dans moins d'un an, on n'en tiendra pas compte. Mais tous les trucs que vous avez, en fait, c'est pas compliqué. Prêt auto, moto, conso, tout ça, faut éviter. Le premier prêt que vous devez faire, en fait, le seul prêt qui est réellement valable en Occident, c'est le prêt immobilier. Et donc, pour préparer cela, vous devez commencer. C'est-à-dire que de toute façon, c'est les 3 derniers relevés de compte. Et même à la limite, il faut nettoyer votre vie. C'est-à-dire que toutes les dépenses parasites, les trucs que vous payez en 30 fois, là, les machins, les trucs, tout ça, ça dégage, en fait. Vous devez vraiment être propre d'un point de vue bancaire, vos comptes soient nickel, qu'il n'y ait pas de dépenses superflues, faire attention à vos trucs parce que tout sera regardé. C'est important. Et donc, ce n'est pas, on n'achète pas parce que la banque a annoncé un budget et on fonce trouver un bien. Non, on va d'abord regarder, s'assurer que sur les 3 derniers mois, sur les relevés de compte que je vais remettre à mon banquier, qu'il n'y ait pas d'incident. Sinon, il faut surseoir à sa décision d'acquérir et la retarder de 3-4 mois, le temps de remettre de l'ordre dans les comptes. Voilà. 1, capacité à épargner. 2, gestion saine des comptes. C'est exactement ça, Néotep. Si vous avez tout de même des financements, puisque vous avez acheté une voiture, effectivement, ou autre, sur lesquels vous n'allez pas avoir de moyens d'action, il ne faut quand même pas hésiter à venir solliciter la banque, parce qu'on a aussi des moyens techniques, notamment ce qu'on appelle les paliers. C'est-à-dire que, par exemple, si votre crédit immobilier, en réalité, c'est 1 000 € par mois, et que vous avez un crédit automobile de 300 € par mois, qui va se finir dans 3 ans, pendant 3 ans, sur le prêt immobilier, au lieu de payer 1 000 €, vous allez payer 700 €. Sur le prêt automobile, on vous fera payer vos 300 €, vous continuerez à payer vos 300 € pendant vos 4 ans. C'est le fameux lissage, ça. Exactement. Et au bout donc des 4 ans, le prêt immobilier qui est à 700 €, il repassera à 1 000 €. D'accord? On sait faire certaines choses. Donc, si vous sentez que vous n'avez pas la capacité de liquider ces financements-là, allez quand même échanger avec votre banquier pour le coup. Il y a des solutions, en l'occurrence, en termes de montage qu'on peut faire. Pas plus tard qu'hier, j'ai validé un dossier sur lequel on a regroupé 50 000 € de crédit. La personne avait 3-4 crédits pour le coup. On a racheté tous ces crédits de 50 000 €. On les a mis sur une seule même ligne. C'est une personne qui a des revenus plutôt confortables. Donc, on lui a mis ça sur 5 ans. Pendant 5 ans, on a mis un palier. Et on lui a accordé son financement immobilier dans la foulée. Donc, voilà, si vous n'avez pas cette capacité à solder, à rembourser vos crédits, en l'occurrence qui sont en cours, mais que vous avez quand même une gestion saine de vos comptes, etc., n'hésitez pas quand même à aller échanger avec votre banquier, voir ce qu'il a comme solution en termes de montage. Parfois, il faut être aussi, comment dirais-je, apporteur de solutions vis-à-vis des banquiers, parce que certains, malheureusement, n'ont pas tous la même expérience. Donc, ne pas hésiter justement à leur parler de ces fameux paliers, parce que pour beaucoup, ils ne savent, je ne vais pas dire qu'ils ne savent pas que ça existe, mais ils ne savent pas, je dirais, les utiliser de manière efficiente. Donc, et si vous n'avez pas la solution, n'hésitez pas à changer de banquier. C'est clair. En fait, vraiment, c'est très important ce qu'on est en train de se dire ce soir. Et encore, merci beaucoup des banques, franchement, d'être là, parce que notre communauté, elle en a besoin. Nos enfants, demain, quand ils vont chercher un boulot, toutes les personnes, les 100 personnes qui suivent le live là ce soir,
et tous ceux qui vont suivre ce live demain, etc., eh bien, nous devons être une opportunité les uns pour les autres et nous devons partager nos connaissances les uns pour les autres, mais au bénéfice de nos enfants, de nos petits-enfants, parce que quand vous allez prendre les bonnes décisions, demain, ce sont nos enfants, pour leur stage, pour leur formation professionnelle, ils pourront aller chez la sœur, chez le frère, etc., parce que on aura contribué à ce que nous soyons tous économiquement solides. Sinon, on va passer notre vie dans ce pays à galérer. Donc, moi, je trouve ça précieux qu'on puisse. Et puis, un banquier, vous en avez un là ce soir. Faut casser l'image du banquier compliqué, machin. Ils sont là pour gagner de l'argent, mais ils ne peuvent pas gagner de l'argent si vous êtes sans intérêt en la matière. Parce que si vous allez voir un banquier en lui expliquant que les délires qu'on entend sur Internet, je vais acheter un immeuble, je suis en location, je paye 1 000 € de loyer, l'immeuble coûte 400 000 €, j'ai 25 000 € de côté. Voilà, c'est le genre de conneries qu'on entend. Évidemment que là, le banquier, il vous explique qu'il a une solution à votre projet, c'est la porte qui est là-bas. Normal. Et d'ailleurs, ce type de discours dont tu parlais tout à l'heure des banques qui est préconstruit, prédigéré, dont les gens n'ont même pas conscience de ce qu'ils sont en train de dire, j'ai été un peu surpris que tu dises tout à l'heure que tu l'entends très souvent. Mais comment tu expliques ça, toi? La montée en puissance des réseaux sociaux. L'information, malheureusement, elle est distillée principalement de cette manière-là. Aujourd'hui, quand tout un chacun cherche une information, l'un des premiers leviers ou l'un des principaux éléments d'information, aujourd'hui, lorsqu'on fait quelque chose d'interactif ou en tout cas d'animé, ça reste YouTube. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'informations qui sont distillées par ce biais-là et malheureusement qui sont loin de la réalité du terrain. Alors, moi, j'aimerais bien aller voir effectivement ce type de personnes qui expliquent à tout le monde qu'on peut faire des financements de 110% sans aucun souci en présentant un dossier à une banque sur une opération où il y a beaucoup de cash flow. Ah. Ok. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font payer leur formation entre 3 et 6 000 €, qui vont évidemment distiller des bêtises. C'est d'ailleurs pour ça que sur le terrain, vous retrouvez ce genre de personnes totalement délirantes, mais qui en plus de ça, vont parler de… Alors, je ne sais pas si tu fais du financement de marchands de biens des banques. Non. Non. Pas en agence traditionnelle. La majorité des banques aujourd'hui ne font pas d'opération de marchand de biens en agence traditionnelle. Souvent, elles ont des équipes spécialisées qui s'occupent de faire… Qui s'occupent de ça, tout à fait. Tout à fait. Ça t'est arrivé d'en faire ou pas? J'en ai déjà fait. D'accord. L'achat-revente, j'en parle parce que ça aussi, ça fait partie des grands délires de beaucoup de gens au sein de la communauté, d'expliquer que l'achat-revente est à la portée de tous et que on peut acheter, revendre. Bon, c'est la troisième partie de ce live. Ce que je peux dire sur l'achat-revente et sur le plan bancaire, c'est que généralement les crédits sont octroyés, je dis bien, aux marchands de biens, d'accord, pas aux petits escrocs qui espèrent via des formations foireuses sur YouTube ou ailleurs escroquer le fisc français et autres fiscs, qu'ils vont pouvoir faire de l'achat-revente avec des prêts amortissables sur 15 ou 20 ans ou 25 ans. On ne fait pas la qualification de marchand de biens est une qualification fiscale et le financement, j'ai un prêt d'une opération de marchand de biens qu'on va voir tout à l'heure. Le financement des marchands de biens se fait sur des durées, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, en moyenne c'est entre 2 et 5 ans maximum. C'est ça, exactement. Voilà. C'est-à-dire que on est dans une opération qui est purement spéculative. Donc, il n'est pas question pour le marchand de biens de porter le patrimoine qu'il acquiert sur des durées de 15, 20, 10 ans, 25 ans, etc. J'achète, je revends. Donc, ça veut dire que la banque vient financer l'acquisition en partie,
parce qu'il faut avoir un apport, hein, et vous allez voir tout à l'heure, pas des moindres, les travaux. Et la banque, souvent, et je parle toujours sous ton autorité des banques, la banque souvent va nantir certains lots, c'est-à-dire que quand vous avez acheté un immeuble que vous réhabilitez et qui a 6 appartements à vendre, la banque peut garantir le remboursement de prêt en faisant un nantissement sur 2-3 lots au sein de l'opération. Et vous allez voir tout à l'heure, on a un prêt de 2 millions d'euros, ils ont 3 ans pour rembourser. Et très souvent, le financement des opérations de marchands de biens, ce sont des financements. Moi, j'ai un ami qui n'est pas n'importe qui et qui m'expliquait encore la semaine dernière, d'ailleurs, avec une banque que je ne vais pas nommer, qu'il était en train de galérer. C'est un marchand de biens, mais rompu à l'exercice, mais il se trouve qu'il avait une petite opération d'1 million d'euros. Et que les banques ne veulent pas ce type, c'est trop petit pour une banque. À partir d'1,5 million, 2 millions, oui, on t'écoute. Mais 1 million d'euros est une opération trop faible en valeur, est une opération de marchand de biens trop faible en valeur pour que les banques s'y intéressent. Et il était en galère là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des banques sur ce type d'opération? Alors, c'est des types de montage très spécifiques, hein. Déjà, c'est pas ouvert à tous les profils. C'est-à-dire que lorsqu'on fait ou qu'on va financer ce type d'opération, souvent on va rechercher des personnes qui ont déjà traité ce type d'opération à moindre échelle, hein, qui ont déjà fait ça sur des opérations de 300, 400 000, 500 000, 600 000 euros, qui ont de l'expérience dans la maîtrise d'ouvrage, donc soit dans le bâtiment ou dans l'immobilier, etc. Pour le coup, en tout cas dans tout ce qui est le giron, de construction et 2, de commercialisation du projet. Donc tout ça, en l'occurrence, effectivement, c'est des profils sur lesquels on va pouvoir aller ouvrir la porte pour ce type d'opération. Mais c'est vraiment des opérations extrêmement spécifiques. Après, il y a quelques banques qui sont spécialisées dedans, très peu. Et dans la majorité des banques, c'est des montages. Dans la banque traditionnelle, en l'occurrence, celle que vous trouvez à tous les coins de rue, c'est des opérations qui sont normalement interdites de financement en agence. Oui, c'est ça. C'est ça, je confirme, moi, je suis d'accord. Parce qu'il y a une analyse de risque à faire sur l'opération. On est dans du très court terme. La banque prend un énorme risque parce que quand vous avez un bonhomme qui vous a acheté un immeuble pour valeur à l'acquisition de 3 millions d'euros, qui a probablement, je sais pas moi, 800 000 euros de travaux à mettre dans l'immeuble, qui vous sort une grille de commercialisation à X prix, etc., mais il peut parfaitement se tromper sur les valeurs. Entre l'acquisition, les travaux, c'est pas ce qui peut se passer sur le marché. Imaginez un marchand de biens qui a acheté des bureaux à réhabiliter en 2019, d'accord, et qui va se retrouver en plein crise sanitaire à devoir revendre les trucs. Il a 2 ans de prêt là. Comment il fait le bonhomme? Alors, il peut toujours aller renégocier auprès de la banque pour avoir une année supplémentaire, mais en fait, c'est des opérations qui sont tellement risquées qu'effectivement, comme vient de le dire le frère, les banques vont s'orienter vers de véritables professionnels qui sont rompus à l'exercice, qui ont prouvé leur capacité à mener ce type d'opération à terme, et de la plus belle des manières à chaque fois. Voilà. Et on n'est pas sur des trucs de 150, 300 000 euros. Alors. Moi, je vais vous quitter. Ouais. Les dernières questions pour moi. Sinon, une dernière question pour des banques? Messieurs, oui, mesdames? Oui, j'en ai une. Vas-y, Yass. Si je peux me permettre. Bien sûr. Du coup, j'avais une question parce que je suis en pleine acquisition immobilière pour ma résidence principale en ce moment. Et j'ai longtemps hésité entre emprunter sur 20 ans ou sur 25 ans. Finalement, pour avoir des mensualités moins élevées, je me suis plus dirigée vers le prêt sur 25 ans. Par contre, il y a quand même une différence au niveau du taux d'intérêt et je réfléchissais à à changer en fait mon contrat en cours de vie
pour rembourser plus rapidement, histoire de réduire un petit peu les intérêts. Maintenant, ma question, du coup, c'était est-ce qu'il vaut mieux... Bah, déjà, est-ce que c'est une bonne idée? Et deuxième question, est-ce qu'il vaut mieux que je mette moi de côté des sous, histoire que au bout d'un moment, je finisse par rembourser par anticipation? Je sais pas trop si ça se dit comme ça. Mhm. Ou est-ce qu'il vaut mieux ouvrir un compte spécial, mon banquier m'a parlé de ça, un compte spécial exprès pour ça, et qui servirait justement à financer ça. Ou tout simplement changer mon contrat en cours de vie, quoi. Alors, Enfin, je sais pas si c'est clair, mais... c'est très clair, c'est très clair. C'est un questionnement qui revient beaucoup, hein, pour les, euh, pour les clients qui souhaitent faire une acquisition immobilière. Alors, Ouais. moi, ça c'est totalement personnel, hein, mais moi, la première question que je pose à mon client, c'est pas pendant combien de temps il veut emprunter, mais combien il veut rembourser par mois. Moi, j'ai une approche qui est purement budgétaire. Et je dirais qu'elle est encore plus vraie dans le contexte actuel où les taux sont extrêmement bas. Mm. À aujourd'hui, si tu compares ton financement, tu as dû avoir peut-être une différence de taux peut-être 0,20, 0,30 entre un taux à 20 ans et un taux à 25 ans. Ouais, c'est Tu ça. poses les chiffres, hein, les mêmes chiffres, hein, pour le coup, 200 000 euros que tu empruntes sur 20 ans et 200 000 euros que tu empruntes sur 25 ans, le montant va te paraître énorme au niveau de la différence. Ok. Par contre, si ton taux de 25 ans, tu regardes ce que tu auras remboursé, que ce que tu auras payé, en l'occurrence au bout de 20 ans, la différence est infime. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux aujourd'hui avoir une approche budgétaire. Le coût théorique du financement va être important, mais encore une fois, je reviens sur le propos de Mister Fétiche, c'est qu'aujourd'hui, on ne conserve pas un bien pendant 20 ans, 25 ans. Mm. On le rembourse avant son terme. Donc l'idée de se dire, et de rester vraiment dans cette mécanique de se dire, oui, mais ça va me coûter plus cher. Mais dans la réalité des faits, prenez votre tableau d'amortissement, demandez les deux tableaux d'amortissement à votre banquier et regardez dans 7 ans, dans 8 ans, dans 9 ans, votre financement, quel sera votre coût d'intérêt, quels sont les intérêts que vous aurez payés et combien de capital restant il vous restera. C'est Et ça. vous verrez que la différence est extrêmement faible. Pourquoi? Parce que les prêts immobiliers, il faut savoir que la mécanique de descente des intérêts, elle va crescendo à la fin de votre financement. C'est-à-dire qu'au début, vous payez beaucoup d'intérêts, peu de capital, ce qui est nettement moins vrai avec les taux actuels. Mais prenons ce postulat-là. Alors, Donc au début, par on exemple, l'a vous à payez... l'écran. Voilà. Évolution des Parfait. intérêts, 149, 148, 147, 146, 145, 143, 131, 130, 129. Donc, plus on avance dans le temps, moins il y a Voilà, d'intérêts d'accord. à payer, plus vous amortissez. Et la réalité des faits fait que, de toute façon, vous n'allez jamais conserver votre bien jusqu'au terme, sauf C'est si ça. il peut y arriver. Et c'est éventuellement ce que je vous invite à faire si jamais vous avez la possibilité et la capacité financière, vous le transformez en bien locatif à terme. Et C'est qu'il y a ça. l'intérêt financier de le faire, bien sûr. Là, oui, vous allez le transformer, vous allez le conserver. Là, je verrai, la question ne se posera plus de toute façon parce que ce sera le revenu locatif qui paiera les mensualités. Donc, moi, je suis d'accord avec votre approche. Pour le coup, c'est celle que moi, je privilégie auprès de mes clients, notamment lorsqu'ils sont jeunes. C'est ayez une mensualité faible, épargner le surplus que vous auriez pu mettre en basculant le financement sur du 20 ans. Cette flexibilité-là, une fois qu'elle est sur l'emprunt, elle est perdue. C'est-à-dire que je m'entends dans le sens où si vous deviez payer 700 euros sur 20 ans et que vous payez 650 euros sur 25 ans, ces 50 euros-là, lorsque vous les injectez sur une base de 20 ans, vous ne les retrouvez pas. Dans le sens où si demain vous avez une difficulté financière, ces 50 euros-là d'épargne que vous aurez mis tous les mois de côté, vous pourrez les récupérer. Par contre, s'ils sont injectés dans le crédit, vous ne les récupérerez pas. Donc, c'est aussi une souplesse et une sécurité que vous allez vous générer seul, le fait de faire le financement sur 25 ans, d'avoir cette souplesse financière et de faire cet effort d'épargne en parallèle. Vous vous offrez une sécurité supplémentaire. Ça. Et effectivement, à terme, soit je rembourse mon prêt par anticipation, ce qui entre nous aujourd'hui, au vu des conditions financières, n'est pas forcément un bon choix, Je suis d'accord. ou effectivement, je continue mon financement à l'État, ou c'est ce que vous me parlez tout à l'heure de effectivement continuer ou de réduire le financement, c'est une modulation de l'emprunt. La modulation de l'emprunt, vous pouvez la faire quand vous voulez. Augmenter les mensualités pour réduire la durée, ou à l'inverse. Hein. Ça, c'est quelque chose que je tiens quand même à vous signaler parce que c'est quelque chose qui est peu connu des clients. J'ai une difficulté financière,
je peux aussi demander une modulation à la baisse. Donc, je peux aussi baisser mes mensualités. Je peux même demander à la banque de stopper mes mensualités. Alors, si demain j'ai un projet personnel ou autre, faut pas hésiter. Vous pouvez aller toquer à la porte de la banque et demander est-ce que vous pouvez baisser ma mensualité? Est-ce que vous pouvez stopper totalement ma mensualité pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? Si l'opération est cohérente. Il faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas voir le prêt immobilier comme une prison pour le coup. C'est quelque chose qui est très flexible en réalité. Mais souvent, en fait, les clients n'osent pas demander. Donc, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à faire part de vos problématiques auprès de votre banquier, en l'occurrence, pour échanger avec lui et trouver des solutions autour de ça. D'accord, merci beaucoup. Et si jamais on souhaite justement moduler les mensualités, est-ce qu'il faut refaire un nouveau contrat ou si c'est le même et ça se fait assez facilement? Alors, aujourd'hui, dans 70%, on va dire, des dossiers bancaires, c'est prévu dans le contrat. Donc, s'il faut demander, en l'occurrence, à votre banquier, c'est est-ce que mon prêt est modulable? C'est-à-dire, est-ce que je peux augmenter ou baisser mes mensualités? Généralement, c'est le cas entre 20 à 30%. C'est-à-dire que je peux augmenter les mensualités de 30% ou les baisser de 30%. Ok. Merci beaucoup. Poser la question à votre banquier. Super, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup des banques. Vraiment, merci beaucoup. Je rappelle que, en fait, des banques, nous connaissons. Hein, j'ai présenté l'idée cet après-midi. Et vraiment, merci d'avoir pu être là. Je pense que ça a permis de démystifier aussi. Voilà, c'est un banquier qui vous parle. Il faut franchir les portes des banques. Comment dire ça? Il faut pas avoir peur. Ayez le courage de ce que vous êtes en fait, tout simplement. C'est aussi une manière de s'assumer. On va chercher une information. On peut être mal reçu 2 fois, mal reçu 3 fois, et la 5e fois, on est bien reçu, on a les infos, on sait quoi faire, on démystifie un paquet de trucs. Et en plus de ça, vous pourrez toujours venir sur la chaîne ici quand on fait des lives, poser des questions. On a la chance. Merci franchement des banques. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir été là. Merci des banques. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. Merci Laurent. Avancez. Et c'est comme ça qu'on avancera tous. Exactement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Arwa Kuika mwana akakorokisi Kuika mwana akakorokisi